Merci d'être parmi nous aujourd'hui à cette conférence organisée pour le Seigneur de Grâce, une de plusieurs conférences qu'on a programmées depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'inviter une collègue, Dr. Émilie Barrault, de l'IRAM de Aix-en-Provence, qui est collègue et amie, puisque Dr. Wallace et moi, on a fait connaissance avec en 2006-2007, lorsqu'elle faisait son enquête de terrain au niveau d'Alger. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de l'inviter à présenter les parties de ses recherches en cours, qui sont aussi tirées de sa thèse qui était sur le Kafala, une étude comparative, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. La thèse se trouve au CEMA, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours passer et l'emprunter. Donc elle va présenter aujourd'hui sur le Kafala, la situation migratoire vers la France. Donc sans plus parler, je cède la parole à M. Bon, merci, bonjour, je vous remercie d'être présent, je remercie le CEMA et de Grâce pour leur accueil. Voilà, donc en fait mon intervention elle va porter sur l'adoption, la kafala dans l'espace migratoire franco-maghrébin. Donc comme vous disait, c'est un travail de thèse qui a débuté en septembre 2004, une thèse que j'ai soutenue en décembre 2009 à Aix-en-Provence, Marseille. Alors les données de départ de ce travail de thèse, c'est que les codes de la famille et du statut personnel marocain et algérien, depuis 58 et 84, interdisent l'adoption. Et en qualité de substitut, ils ont institué en 84 pour l'Algérie et en 93 pour le Maroc, donc c'est très récent, une forme de recueil légal nommée kafala. Autre donnée de départ, c'est que depuis quelques années, des candidats français à l'adoption internationale, en nombre croissant, choisissent l'un de ces deux pays pour adopter, sous kafala, un enfant abandonné. Mais ils se heurtent à la législation française, une loi de 2001, qui interdit le prononcé de l'adoption en faveur de ces enfants recueillis au Maghreb. Donc ça, c'était mes données de départ quand j'ai commencé mon travail. Donc, ce travail de recherche sur la rencontre en fait, entre deux modèles culturels de parenté élective, il repose sur une enquête empirique, itinérante ou multisituée, que j'ai menée de 2004 à 2007 en France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, où cohabitent l'adoption et la kafala, et dans l'espace internet aussi. Donc l'enquête ethnographique elle a été centrée sur les usagers de l'adoption et de la kafala, notamment en faveur d'enfants abandonnés. Et puis, donc un intérêt particulier a été porté au discours des adoptants, mais le terrain concerne aussi le personnel responsable de l'enfance assistée, ainsi que les employés administratifs, associatifs, les membres de la justice impliqués à divers niveaux. Donc l'enquête elle a été menée auprès des multiples acteurs de l'adoption en France, de la kafala au Maghreb, et nécessairement aussi auprès des acteurs de l'abandon. Donc dans le cadre de cette conférence, en fait, je vais d'abord me pencher sur l'interdit de l'adoption au Maroc et en Algérie. Alors en fait, au tout début de ma recherche, j'ai d'abord procédé à un inventaire bibliographique, et je me suis, donc un inventaire bibliographique dans le domaine des parentés électives, et j'étais très perplexe face au peu d'intérêt réservé aux pratiques adoptives en Afrique du Nord. Seuls deux travaux généraux sur l'adoption internationale leur consacraient quelques paragraphes très laconiques. On y apprenait que l'islam interdit l'adoption, que certains pays musulmans l'ignorent, que d'autres la reconnaissent, et que la tutelle kafala est une formule substitutive instituée au Maghreb. Alors l'examen de la production orale qu'écrite destinée aux adoptants français, elle indiquait que la kafala, elle était mentionnée, mais de manière très anecdotique. On n'en parlait quasiment pas. Au mieux, on lui reconnaissait une existence en tant que modèle culturel d'adoption, mais l'option privilégiée restait de ne pas l'évoquer, de sorte que l'assertion selon laquelle l'adoption n'existe pas au Maroc et en Algérie s'est généralisée. Mais finalement, l'ethnologie de l'adoption invite à corriger, enfin l'ethnologue de l'adoption que je suis anthropologue, invite à corriger par la nuance cette affirmation. L'adoption telle qu'elle est définie en droit français, donc une institution inscrite dans le registre de la filiation, elle ne connaît pas d'équivalent en Algérie et au Maroc, certes, mais ça n'exclut pas l'existence de formes de parenté sociale élective, qu'elles soient institutionnalisées comme la kafala ou informelles. Il y a des pratiques adoptives informelles. Donc au contraire, le Maghreb
Ce sont des régions très riches en matière de pratiques adoptives. Alors, pour expliquer l'interdit actuel de l'adoption, la plupart des spécialistes se réfèrent au Coran. Il y a en effet trois versets de la sourate 33. Alors, c'est les versets 4, 5 et 37. Et la sourate 33 parle de la parenté élective et furent interprétés dans le sens d'une prohibition de l'adoption. L'adoption qui était un procédé couramment employé chez les Arabes anciens pour pallier les défauts quantitatifs ou qualitatifs du lignage ou pour ouvrir le champ des adoptions matrimoniales. Voilà, en tout cas, l'adoption était couramment pratiquée chez les Arabes anciens. Le prophète de l'islam fut intimement concerné par l'adoption. Avant la révélation, il avait reçu de son épouse Khadija un esclave nommé Zaïd, un chrétien qu'il a libéré et qu'il a adopté pleinement. Alors, concernant les trois versets coraniques, on retient du verset 4 que Dieu ne loge pas deux cœurs au-dedans de l'homme, non plus qu'il ne fait vos fils de ceux que vous adoptez. J'ai tronqué, hein, je dis juste, j'ai tronqué le verset. Le verset 5, il pointe du doigt l'erreur de ceux qui auparavant changeaient le nom, changeaient la filiation de l'adopté. Le verset 5, il nous dit « Donnez-leur le nom de leur père, c'est plus équitable auprès de Dieu. Et si vous ignorez leur père, qu'on les tienne pour vos frères, en religion ou pour vos clients. » Quant au verset 37, il fait référence à un épisode de la vie du prophète et l'autorise à épouser la femme de son fils adoptif. Aussi, quand Zaïd dit cesser les rapports avec elle, nous te la fîmes épouser, de sorte qu'il n'y ait pas de gêne pour les croyants quant aux épouses de leur fils adoptif, une fois que ces derniers ont cessé les rapports avec elle. Donc en effet, à l'âge de 50 ans, étant veuve de sa première femme Khadija et l'époux de 4 autres femmes, le prophète s'était pris de Zaynab, qui était l'épouse de Zaïd. Zaïd a répudié sa femme et le Coran est donc intervenu. Et suite à cette intervention du verset 37, le prophète a épousé Zaynab. Alors, pour saisir le sens de cet interdit, ou plutôt de cette réglementation d'adoption, il est utile en fait de revenir aux premières décennies de l'Hégire, en péninsule arabique, en fait, où une situation sociale, économique, politique en mutation a insufflé aux élites des volontés réformatrices. Et le prophète, installé à Médine à cette époque, concrétisa ses aspirations modernes. Il se fit l'interprète d'un message qui n'aurait peut-être pas été reçu s'il n'avait pas coïncidé avec les préoccupations de l'époque, avec ses aspirations de l'époque. Donc c'est dans ce contexte que les institutions familiales ont été revisitées, non pas dans le sens d'une rupture, mais d'une adaptation à de nouveaux rapports sociaux. Alors l'idéologie agnatique, qui était déjà établie dans les représentations, dans les rapports sociaux, elle a été codifiée. Une vision de la famille strictement fondée sur la consanguinité et l'alliance, le mariage, s'est imposée. Et l'objectif de cette réforme fut de consacrer la primauté des droits des consanguins et d'annihiler la menace que représentait l'adoption. C'est uniquement par le mariage que la famille se fonde et se développe. L'adoption risquait d'être une menace face à l'institution du mariage. Donc le prophète, dont le message était en accord avec les structures sociales de la société, aurait jugé incorrectes les pratiques anciennes visant à faire entrer dans le sang un individu étranger au patrilignage. Il s'agissait de condamner un acte qui permettait à l'adopté de rompre ses apparentements d'origine et de s'accorder les qualités, les titres, les noms d'ascendants étrangers. Donc d'ailleurs, Zaïd a repris le nom de son père d'origine. Alors, ce que la réforme prohibe, ce n'est pas l'adoption proprement dite, mais c'est ce qui en était fait à l'époque pré-islamique, c'est-à-dire la fabrication de liens équivalents à ceux de la filiation. L'adoption, elle a donc perdu tous ses effets, notamment la transmission du nom généalogique, la transmission de la filiation, le nasab, et la vocation successorale. L'homme dépourvu d'une filiation ne peut plus prétendre à une filiation étrangère, à un nasab étranger. En revanche, le sort des orphelins demeure pour l'islam une priorité. Il leur fut réservé ce qu'on appelle une quasi-adoption, c'est-à-dire une prise en charge sociale, économique, totale, sans changement de patronyme, sans changement de filiation. Et c'est en ces mêmes termes, en fait, qu'on pourra définir les kafalas modernes, algériennes et marocaines. Alors au XXe siècle, le Maroc en 1958 et l'Algérie en 1984, par référence explicite à la charia,
interdisent l'adoption comme mesure de création d'un lien de filiation. Cette prohibition, donc légitimée par le Coran et l'histoire personnelle du prophète, elle se comprend, moi j'ai tenté de la comprendre, comme un fait de société caractérisé par un certain modèle de parenté, un modèle normatif de la famille. Alors l'article 2e du Code algérien, il déclare que la famille est la cellule de base de la société et se compose de personnes unies par les liens du mariage et par les liens de parenté. La parenté, elle présente 3 aspects. Il y a la filiation, il y a l'alliance et il y a la parenté de l'homme. L'organisation générale de la famille, je le rappelle, je pense que vous le savez tous, elle consacre les liens agnétiques. Le système de filiation est patrilinéaire. Toute la structure sociale est fondée sur la généalogie des lignes masculines. Alors, le Code marocain précise que la filiation, elle naît de la procréation de l'enfant par ses parents. Elle est conçue comme un événement naturel qui peut être légitime sur la base d'une situation permettant les relations sexuelles entre l'homme et la femme, c'est-à-dire le mariage légal, ou elle peut être illégitime hors de ce cadre. La transmission du nom est l'un des effets produits par la filiation légitime, et dans ce système où se confondent l'hérédité et l'héritage, tout pouvoir de succession héréditaire se fait par le nom. Donc en somme, la filiation légitime, elle concerne un enfant né d'un homme et d'une femme mariée ayant une vie conjugale commune au moment de la grossesse. L'enfant acquiert une légitimité uniquement par le père. Alors, seule l'union matrimoniale permet de reconnaître les fruits issus de la procréation sexuelle, mais la filiation légitime repose également sur le lien biologique, réel ou présumé, comme en témoignent les règles précises qui encadrent les procréations médicalement assistées. Je pense que vous le savez, le sperme en islam est conçu comme le principe vital de descendance. Il tient un rôle de création durant les phases de conception, de gestation et de lactation. Le lait est indirectement déterminé par le sperme. L'enfant est autrement dit le produit du sperme de son père. Il appartient à son groupe de filiation patrilinéaire ainsi. Donc dans le cas des procréations médicalement assistées, je pense que vous le savez, partant du principe que le sperme est le véhicule de la filiation, seul le liquide séminal de l'époux peut être utilisé pour féconder l'ovule de l'épouse. Il n'existe par ailleurs aucune banque de sperme en Algérie. Si un enfant était conçu par l'intermédiaire d'un don de sperme, il serait considéré comme illégitime. On est dans un cadre qui s'apparente à l'adultère. Donc, le juridique seul ne suffit pas à établir la filiation. Il faut aussi... l'interdiction d'adoption confirme cette impossibilité de construire la parenté sur un fondement strictement juridique. Donc, en fait, le lien filial repose sur la nécessaire coïncidence du biologique et du juridique. Il faut qu'il y ait les deux. Donc l'interdit de l'adoption vise à prévenir la menace toujours d'une pratique adoptive qui concurrencerait le mariage dans la conception et la légitimation du groupe de parenté. Cet interdit de l'adoption, il entend confirmer la primauté des droits des consanguins. Autrement dit, l'interdiction de l'adoption peut s'interpréter comme un moyen de défendre les liens de descendance et d'engendrement, comme une façon de protéger un certain modèle familial et par extension la société tout entière, parce que la famille est l'élément de structuration de la société. Donc avec cet interdit, on respecte le modèle familial établi. Alors l'interdiction de l'adoption se retrouve dans la plupart des pays musulmans, à quelques exceptions près, puisque l'Indonésie et la Turquie, la Somalie et le Liban, tout comme la Tunisie en 1958, ont légalisé cette pratique. Alors au regard du droit islamique classique, l'adoption tunisienne s'entend comme une innovation complète. Elle crée un véritable lien de filiation entre adoptants et adoptés, qui ont l'un vis-à-vis de l'autre les mêmes droits et devoirs de parents que dans la filiation légitime. Alors, comme au Maroc et en Algérie, le droit tunisien défend une même conception de la famille, un même système de parenté, dont la fondation, l'accroissement ne sont possibles qu'à la condition de découler des liens du sang tissés par les moyens du mariage. On est dans le même schéma. Mais la légalisation de l'adoption en Tunisie témoigne cependant d'une volonté de privilégier des valeurs et des intérêts autres dans la prise en compte de nouvelles réalités sociales. En fait, le Code du statut personnel tunisien, qui a été promulgué en août 1956, il s'inscrit dans un contexte historique et politique particulier. Au lendemain de l'indépendance, Habib Bourguiba a réformé l'État en profondeur, le droit, les institutions de la société. Il entendait assurer son accès à la modernité et notamment révolutionner le statut de la femme
des femmes tunisiennes en s'autorisant les méthodes de l'ijtihad. La loi sur l'adoption, elle est le fruit de cette politique moderniste, de cet effort d'adaptation par le raisonnement des prescriptions des textes sacrés et de la législation aux besoins modernes de la société. Donc l'État s'est retrouvé en effet à cette période confronté au problème de l'enfance sans famille, au problème de l'enfance abandonnée. C'était une nouvelle réalité sociale qui nécessitait dans l'intérêt général un cadre juridique. Donc face à l'existence des enfants abandonnés, l'État est intervenu pour organiser une prise en charge et leur assurer soit une famille de substitution par adoption, soit un foyer d'accueil par tutelle officieuse ou kafala. Donc par cette loi, la primauté est donnée à la protection de l'enfance sans famille, quitte à transgresser cette vision de la famille consanguine fondée par le mariage que le Maroc et l'Algérie entendent défendre et entendent protéger, surtout en interdisant l'adoption. Alors, donc, pour résumer, les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée ont consacré des systèmes de parenté qui leur sont propres et ils ont en conséquence aménagé des législations opposées sur l'adoption, la Tunisie faisant dans ce domaine figure d'exception. En France, je n'ai pas le temps de vous parler de tout le système de parenté français, mais en tout cas, on est dans une filiation qui est bilatérale. L'enfant a la double filiation. Et il n'y a pas de différence entre filiation légitime et illégitime. Bon, bref, en France, sous l'impulsion de Georges Pompidou, qui fera un usage personnel de l'adoption a pris sa forme juridique actuelle en 1966. Alors le dispositif de 1966 distingue deux modes de fabrication juridique des parents, l'adoption simple et l'adoption plénière. Leurs effets, leurs conditions, elles diffèrent, mais elles ont la particularité de s'inscrire l'une comme l'autre dans le registre de la filiation. L'adoption simple, on dit qu'elle est additive ou cumulative, c'est-à-dire qu'elle ne rompt pas les liens naturels de l'adopté, qui conserve à l'égard de ses parents d'origine l'intégralité de ses droits et de ses devoirs. L'adoption plénière, quant à elle, elle vise une substitution irrévocable de filiation. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille naturelle, tout lien biologique est nié, rompu. Pour être totalement assimilé à la famille d'adoptant dont il porte le nom, dont il hérite, on dit même dans son acte de naissance qu'il est né de ses parents adoptifs. C'est un mensonge légal. Alors, selon le système de parenté institué en Algérie et au Maroc, dont on a esquissé les contours, la stérilité constitue une menace envers les équilibres sociaux. Elle est vécue comme un drame annonciateur de rejet, de honte, notamment pour la femme, parce que la stérilité est considérée comme essentiellement féminine. Et pour se conformer à cette norme incontournable qui est la fécondité, pour ne pas subir le regard méprisant de la société, méprisant et accusateur, pour éviter la bigamie, pour éviter le divorce, les couples frappés de stérilité ont toujours eu recours à une diversité de moyens palliatifs, dont l'adoption. Autrement dit, les règles prohibitives, l'interdit, a toujours été subtilement contourné en pays musulmans par des familles soucieuses de se conformer au modèle normatif. Donc au Maroc et en Algérie, en dépit de l'interdiction, l'adoption existait sous deux formes principales. Il y avait d'abord ce qu'on peut appeler la coutume du don intrafamilial, c'est-à-dire qu'une femme aux multiples grossesses peut céder généreusement l'un de ses enfants à une proche, parente ou voisine frappée de stérilité. Et dans ce cas précis de cession informelle, il résulte des rapports de pluriparentalité, c'est-à-dire que l'exercice des rôles de la parenté relève de plusieurs personnes. L'autre pratique adoptive qui existait consiste en un arrangement discret entre deux parties, appartenant ou non au même groupe familial, au terme duquel un couple déclare un enfant remis par ses géniteurs comme le sien. Il s'agit d'adoption pleine qui passe outre à l'interdiction. Ce sont des fraudes à l'état civil, des suppositions d'enfants. Donc la complicité de certains professionnels, l'usage du secret, de diverses feintes sont nécessaires pour que puisse se jouer la fiction d'une famille naturelle. Ce que l'on appelle donc les fraudes à l'état civil est un phénomène prospère, encore aujourd'hui, malgré la kafala, qui éclaire crûment l'écart qui existe entre le droit et les aspirations sociales, et qui démontre d'autre part comment le stigmate porté sur les couples stériles, cette impérieuse nécessité de ne pas s'écarter du système normatif, oblige à la transgression des lois pour mieux se conformer au modèle dominant. Donc l'apparition dans les législations marocaines et algériennes de la kafala, très récemment, en tant que modèle, en tant que recueil légal d'enfants, elle a procédé d'une volonté des autorités de se positionner contre le modèle de l'adoption.
Mais sa légalisation, elle émane surtout d'une prise de conscience de la nécessité d'élaborer une politique de gestion de l'enfance abandonnée. Il y a encore plus de 20 ans, tout était mis en œuvre pour rendre impossible l'existence des mères célibataires. Comme l'expose Farida Sharif Zidani, la société mariait les filles à un âge précoce, elle expédiait les divorces, elle remariait hâtivement les femmes veuves ou divorcées, elle tolérait les mariages polygames, si bien qu'il était exceptionnel de trouver entre la puberté et la ménopause une femme célibataire, veuve, divorcée, donc sans mari. Or, les pratiques matrimoniales ont changé. L'âge au mariage est devenu plus tardif pour les deux sexes, et avec une proportion considérable de jeunes célibataires, on aboutit à des situations où les normes sociales sont de plus en plus défiées, notamment en contexte urbain. Donc bien que la règle de la virginité avant le mariage soit inébranlable, beaucoup de jeunes n'attendent plus d'union civile ou religieuse pour expérimenter les relations affectives et sexuelles. Bon, je n'ai pas le temps de m'étendre, c'est beaucoup plus complexe comme sujet, d'ailleurs c'est là-dessus que j'aimerais travailler maintenant. Mais bon. Et donc la maternité célibataire connaît au Maroc et en Algérie depuis plus de 30 ans une croissance exceptionnelle dont le corollaire est l'abandon d'enfants pour cause d'illégitimité. Donc, au regard du système familial, une femme qui devient mère en dehors du mariage, elle porte atteinte à la norme de la virginité et de la sexualité encadrée. Et par cette transgression tant de la norme que de la morale, les mères célibataires contribuent à une inquiétante remise en cause des valeurs établies, elles scandalisent la société, elles troublent les équilibres sociaux, elles scandalisent une société qui, par souci d'autoprotection, ne peut leur reconnaître le droit d'exister. Le renoncement par abandon demeure avec l'infanticide l'une des seules alternatives lorsqu'une femme qui n'a pas eu accès à la contraception et dans des pays qui condamnent le recours à l'avortement met à terme une grossesse hors mariage. Alors auparavant, jusque dans les années 70, face au cas exceptionnel de maternité célibataire, on usait de croyances licites légitimantes, comme la croyance en l'enfant endormi dans le ventre de sa mère. S'il advenait qu'une femme mariée soit enceinte alors que le mari était absent depuis plus de 9 mois, la tradition confortée par certains juges locaux, une cadi, permettait le recours à cette croyance admise par les différentes écoles juridiques. C'est-à-dire que les écoles juridiques ont établi la durée maximale de grossesse à 2 ans pour les hanafites, 4 ans pour les chafiites et les rabbanites, et 4 à 5 ans pour les malékites. C'est-à-dire qu'une grossesse on pouvait concevoir qu'elle dure 5 ans. L'enfant était bien le produit du sperme de son père, mais il s'était endormi dans le ventre de sa mère et se réveillait quelques années plus tard. Donc ce subterfuge licite qui joue des incertitudes du temps de la grossesse agréait la concession de paternité à des maris absents ou décédés. Il permettait aux femmes de choisir le père de leurs enfants et pouvait conduire une lignée paternelle à reconnaître le fruit d'une relation illégitime. Donc cette mesure enracinée dans l'inconscient collectif maghrébin, réaffirmée par les autorités religieuses et juridiques, révèle que l'enfance illégitime est une réalité ancienne qui a engrangé des mécanismes de défense destinés à protéger la cohésion du groupe. Cette croyance, elle a toutefois perdu de son efficacité au cours des années 80. Le délai maximal de grossesse fut réformé. Il est réduit à 10 mois. Les codes algériens, marocains et tunisiens le fixent à 10 mois. Une femme célibataire, donc enceinte d'un fœtus de la honte, n'a d'autre choix que de renoncer à cet enfant. Alors aujourd'hui, maintenant, il faut nuancer tout ça. Certaines femmes arrivent à garder leur enfant parce qu'elles ont un soutien familial, lorsqu'elles ont une aisance financière. Mais la plupart sont contraintes au renoncement. Donc les mères célibataires sont les grandes pourvoyeuses des orphelinats, des pouponnières du Maghreb. Les enfants abandonnés sont dans leur grande majorité illégitimes. Ces enfants naturels, donc issus de la zina, sont des bâtards. Le bâtard, c'est celui qui n'a pas de père connu, aucune filiation, aucun repère identitaire, ni origine, ni tradition, ni éducation. C'est un enfant de nulle part et de personne qui inspire la suspicion. Le bâtard, c'est l'image de la malchance, du trouble, de ce qui porte atteinte à la famille, à l'ordre des choses. Ainsi, il est mis à l'écart, traité en humain de seconde zone. L'enfant naturel est l'incarnation de l'interdit transgressé. Parce qu'il est craint, parce que l'on croit qu'il transmet le malheur qu'engendre le déshonneur, on l'élimine, on le délaisse. Et parce qu'il est abandonné, son illégitimité est immanquablement suspectée. Aussi, pendant longtemps, lorsqu'il était recueilli en institution,
l'Algérie a pendant longtemps fait l'objet d'un rejet presque instinctif. Dès lors que la société les conçoit comme les fruits vivants d'une faute sexuelle grave, elle va tendre à nier leur existence par un réflexe de protection, aménageant pour tous ces êtres dépourvus de nom, de filiation, un avenir aussi sombre que limité. Alors, au même titre que le suicide, étudié par Kamel Chachoua en Algérie, l'enfance illégitime dans les pays arabo-musulmans, berbères, africains en général, est frappé d'un tabou multidimensionnel, éthique, politique, théologique. Un tabou assourdissant et aveuglant, c'est pourquoi les sources statistiques ne peuvent être fiables, c'est pourquoi il y a très peu d'études aussi. Les chercheurs semblent respecter aussi le tabou, par un certain côté. Les objets mères célibataires et enfants naturels n'ont pas d'existence juridique officielle, ces catégories sociales ne figurent pas dans les registres civils, elles demeurent dans une totale invisibilité administrative. Alors actuellement en Algérie, selon des chiffres officiels, les naissances d'enfants illégitimes avoisineraient les 5 000 à l'échelle du pays, sur 800 000 naissances. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité estime par ailleurs à près de 3 000 par an le nombre d'enfants abandonnés à la naissance, un chiffre qui demeure étonnamment stable depuis plusieurs décennies. Toutefois, le taux de natalité est en décroissance, si le pourcentage des abandons fait preuve de constance, c'est que les naissances illégitimes croissent. En outre, l'ensemble des enfants abandonnés ne passe pas systématiquement par le circuit officiel et tout laisse à penser que le chiffre noir, qui englobe notamment les adoptions illégales, il y a aussi la question de l'avortement clandestin, les infanticides, etc., donc les kafalas directs. Donc, bref, le chiffre noir qui porte à croire qu'il est considérable. Voilà. Alors, dans les années 80, la société algérienne a été confrontée à un nombre pléthorique d'enfants abandonnés. Leur prise en charge, elle se résumait à quelques initiatives de chefs de service de maternité, lesquels utilisaient au bénéfice de ces enfants des queues de budget, pris sur des crédits réservés au nettoyage, par exemple. Donc, ne disposant d'aucun budget spécifique pour s'occuper des enfants, les maternités les transféraient vers les 10 pouponnières nationales existantes. Les moyens, tant matériels que humains, manquaient. Le personnel insuffisant, jeune, inexpérimenté, se montrait en outre hostile à s'occuper des enfants du désordre. Donc ça, c'est lié à une étude de Badra Moutassem Limouni qui a beaucoup travaillé là-dessus. Un constat qui peut être fait en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Les conditions de vie de ces enfants étaient... c'était pas des conditions de vie d'ailleurs. Donc ces enfants faisaient l'objet d'une profonde aversion. Les conditions déplorables dans lesquelles ils grandissaient se combinaient pour aggraver des tares supposées congénitales parce que l'on persistait d'attribuer à l'hérédité, ce qui résultait en fait d'une prise en charge institutionnelle chargée de carence. Donc en quelques mois de vie en institution, les enfants devenaient sujets à de graves troubles psychologiques et psychomoteurs. Pour la plupart, ils achevaient leur existence dans des asiles ou des centres pour handicapés. Les pouponnières enregistraient en outre des taux de décès records. En 12 ans, de 77 à 88, la pouponnière d'Oran a accueilli 1966 enfants, dont 1084 sont morts. Donc si ce taux n'atteint que 25% en 77, il va atteindre près de 80% en 86. Donc dans les préfectures et wilayas de l'intérieur, les chiffres sont tout autant spectaculaires et angoissants. Alors, au cours des années 70, sur le plan intellectuel, une prise de conscience est engagée en Algérie. En 72 a lieu un colloque sur les enfants privés de famille au Maghreb. On parle pour la première fois de méthodes de prise en charge, tentant à faire accepter l'idée d'un encadrement juridique spécifique. Le législateur algérien, confronté donc au phénomène d'abandon massif d'enfants illégitimes, s'est vu contraint d'admettre l'existence de cette situation et d'élaborer une solution juridico-sociale qui ne remet toutefois pas en question le système social existant. Donc le législateur a dû faire preuve de subtilité, emprunter des chemins détournés, user de l'euphémisme, ne jamais nommer dans aucun texte ces enfants. Bon, je passe, il y a plusieurs choses. Mais la filiation hors mariage, elle a d'abord été traitée dans le Code de la santé publique de 1976. Un chapitre prévoyait même des mesures de protection des mères célibataires et apportait des éléments de protection de l'enfant, posant les premiers jalons d'une procédure de placement nommée CAFALA. Donc 1976, Code de la santé publique, mais une loi sur la protection de la santé abrogera en 1985 les dispositions de 1976 relatives aux mères célibataires, de toute façon qui n'avaient jamais été appliquées. Alors en 1984,
c'est une date importante parce que l'association d'aide aux enfants et familles d'accueil bénévoles, donc c'est l'AFAB, a été créée. C'est la première association indépendante de l'État. Et les objectifs visés par cette association ont renoué avec ceux du Code de 1976 et l'association s'est attelée à solutionner nombre de problématiques sociales et juridiques. Elle a notamment pallié le manque d'infrastructures en créant 2 pouponnières à proximité d'Alger, les premières à appliquer le modèle hongrois de maternage dit LOCSI. LOCSI c'est LOCZY, c'est un mode de maternage qui a été mis en place à Budapest par une célèbre pédiatre hongroise qui s'appelait Emi Pikler. Donc ils ont créé 2 pouponnières à Hajdú et à Palm Beach. Voilà. Donc l'AFAB, donc en 1984, il y a la création de l'AFAB, il y a aussi le code de la famille qui sort, qui est promulgué. Il déclare la filiation adoptive interdite, mais il prévoit, ce code, en faveur de l'enfant mineur de filiation connue ou inconnue, une institution de substitution et officialise ainsi le recueil légal kafala. Alors pour le Maroc, qui était confronté au même problème, là aussi, on a mis en place la kafala en 1993 par une loi isolée, c'est-à-dire que la kafala n'est pas du tout dans le code de la famille marocain. Il s'agit d'un événement remarquable au Maroc, dans la mesure où c'est désormais une loi publiée dans le bulletin officiel, soumise à l'opinion publique, qui régit la situation des enfants abandonnés. Et par cette loi, le Parlement reconnaît publiquement l'existence d'une crise au sein de la société et par là même implicitement, sans non plus le nommer, l'existence des enfants naturels. Cette loi elle constitue une avancée législative considérable parce qu'elle concourt à reconnaître une réalité sociale qui ne correspond pas à l'idéal social admis, qui a pour pivot la question de la légitimité. Mais, comme je vous le disais, il s'agit d'une loi isolée. Donc par cette marginalisation de la législation relative à une catégorie sociale marginale, là encore, la morale est sauve, le concept de famille légitime respecté. Donc les législateurs algériens et marocains vraiment ont tenté de trouver des voies subtiles. Alors le recueil légal ou kafala, c'est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation, la protection d'un mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Si l'enfant recueilli doit être traité comme un fils légitime, c'est écrit par 2 fois, en aucun cas la kafala, qu'elle soit algérienne, marocaine ou tunisienne, ne reconnaît de lien filial entre le kafil et le mekfoul. Le mekfoul, l'enfant recueilli, ne prend pas le nom, n'hérite pas de son kafil, dès lors que les règles de succession reposent uniquement sur la consanguinité et l'alliance. Toutefois, l'attributaire du droit de recueil peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant. Alors, n'étant pas placé au rang de fils, le mekfoul n'est pas inscrit dans le livret de famille, il reste soumis à une situation administrative particulière et peut à tout moment être rendu par sa famille kafilate pour être de nouveau placé sous responsabilité de l'État parce que la kafala est révocable. Mais ne reconnaissant pas la filiation entre le parent et l'enfant, se limitant au devoir d'éducation, il s'agit d'une institution adaptée à la société qu'il a légalisée. La communauté est rassurée parce que l'enfant est partiellement affilié et donc il ne menace pas les liens d'engendrement. Alors en Algérie, le mineur recueilli en kafala peut être de filiation connue ou inconnue. Si les 2 parents connus, il garde sa filiation d'origine. Si il est de parents inconnus, il est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de patronyme. Alors le nom étant un acte majeur d'intégration familiale et sociale, son absence est lourde de signification. L'absence de nom est un stigmate nominal. Donc puisqu'attribuer un nom, c'est donner le droit à l'existence, priver de nom, c'est anéantir l'être social. Le nom n'est pas la simple empreinte d'une graphie sur une carte d'identité, il est l'enjeu de l'être. Alors, si les premiers kafils considéraient leur mekfoul comme étant pleinement leur fils, la kafala n'en faisait qu'un quasi-fils, bien que n'étant plus sans statut, il demeurait un enfant à part, stigmatisé par le port de ces 2 prénoms, dont le dernier faisait office de patronyme. Et c'est sous l'impulsion de l'AFA, cette association, que le législateur algérien s'est attelé à redresser ce tort par la promulgation d'un surprenant décret. Un décret qui date de 92. C'est un décret sur la concordance de noms. Il est l'aboutissement d'un travail en commun avec le président de l'AFA, M. Tidafi, avec le ministère des Affaires sociales et le Conseil supérieur islamique.
L'objectif étant d'assurer au MECFOul une meilleure intégration sociale et familiale, tout en examinant ce projet à la lumière de la loi musulmane. Alors en août 91, le ministère des Affaires religieuses s'est adressé au fondateur de la FLAB, après s'être longuement entretenu avec le président de l'association des savants islamiques, lequel a décrété: si cette affiliation n'a pas dans but de faire bénéficier à l'enfant de l'héritage ou de proscrire ce qui ne l'est pas, tel que le mariage avec la fille du père adoptif, il est permis de donner le nom. Donc l'autorisation de concordance de nom a été annoncée par le président du Conseil supérieur islamique en 91 et le Premier ministre de l'époque par un décret exécutif en janvier 92. Il précise que le changement de nom peut être fait au bénéfice d'un enfant mineur né de père inconnu par la personne l'ayant recueilli légalement en vue de faire concorder leur nom patronymique. Toutefois, aucune confusion possible, la concordance n'est pas constitutive de la filiation. Bien qu'intégré dans la famille du kafil, le MECFOul ne prend pas rang parmi les successives. Il s'agit d'une mesure en trompe-l'œil. En fait, ce n'est pas le nasab qui est transmis, mais simplement le laqab, le patronyme. Donc c'est une mesure en trompe-l'œil, mais qui solutionne une problématique très sensible. En vue d'être adapté aussi à la situation des enfants nés de pères inconnus au Maroc, dont l'identité se résumait à un matricule ou à un prénom parfois insultant, la loi marocaine aussi a été réformée. Alors en 2002, donc 92 pour l'Algérie, 2002 pour le Maroc, donc là c'est encore plus récent. Ses principaux apports sont la possibilité, comme en Algérie, pour une femme musulmane de prétendre au recueil par kafala. En outre, en vue de protéger son honneur, l'acte de naissance du MECFOul portera désormais mention de prénoms de père et de mère. Donc il s'agit en fait de l'attribution d'une filiation fictive, ainsi qu'un prénom et un nom. En outre, depuis 2005, il y a la possibilité aussi pour les kafils marocains de faire une concordance de nom. Donc voilà, l'intention du législateur marocain, c'est de délivrer au MECFOul des extraits de naissance communs à tous les Marocains. Par contre, en Algérie, l'extrait de naissance, au niveau de la filiation, il n'y a rien de l'enfant recueilli en kafala. Il n'y a rien du tout. Alors, la kafala, ce n'est pas une mesure qui peut s'appliquer qu'à une catégorie d'enfants et qui concerne une seule catégorie de tuteurs. En fait, j'ai montré que les usages sociaux de la kafala sont multiples. D'abord, elle sert à quoi? C'est une mesure de protection de l'enfance abandonnée, avant toute chose. Elle a ouvert la voie d'une réelle reconnaissance des enfants abandonnés, donc une catégorie sociale jusque-là invisible, frappée d'un violent ostracisme, déculpabiliser l'enfant abandonné à cause de son illégitimité n'est plus l'enfant du péché à éliminer. Il est réinséré dans la société sans stigmate apparent. La majorité des tuteurs qui recueillent un enfant abandonné par voie de kafala judiciaire, qu'il réside au pays ou qu'il soit issu de l'immigration, sont dans une logique d'adoption. Toutefois, cette catégorie d'adoptants se heurte à des lois qui ne sont pas en adéquation avec leurs aspirations. Le recueil est provisoire et révocable. L'enfant peut être restitué à celui qui se réclame du même sang, même s'il a été placé depuis de nombreuses années dans sa famille. La kafala est encore souvent jugée au nom seul du mari, ce qui pose d'énormes problèmes en cas de divorce, parce qu'en cas de décès du kafil, l'enfant est hérité comme un bien. C'est-à-dire qu'il est transmis aux héritiers qui, s'ils consentent à le garder, le gardent, sinon il est remis à la place. Donc, et en cas de divorce, si l'enfant est seulement au nom du mari, ça pose des problèmes énormes. Donc l'aide algérienne, par exemple, fait en sorte d'inscrire la kafala aux deux noms, avec le nom de jeune fille de l'épouse également, pour éviter ces problèmes. Et puis l'enfant n'est pas inscrit dans le livret de famille, il n'a pas le droit à l'héritage. Donc toutes ces clauses expliquent le succès toujours actuel des fraudes à l'état civil, en dépit des arrangements, des compromis consentis par les législateurs. De nombreuses familles privilégient encore des formes d'adoption pleines, secrètes et vicieuses. Alors la kafala s'emploie également en faveur d'enfants qui ne sont pas en situation d'abandon et dont la filiation est connue. Elle formalise donc des transferts intrafamiliaux, des cessions mineures donc, qui se réalisent à l'intérieur du cercle de parenté. Donc dans ce cas, l'enfant préserve son identité d'origine ainsi que les droits, les devoirs qui le lient à ses parents biologiques. Donc l'enfant peut être confié à un parent dès sa naissance. On l'a vu, il est coutumier qu'un membre de la famille plus chanceux dans le monde de sa progéniture ou dans la répartition des sexes donne l'un de ses enfants à un parent stérile. Donc cette forme traditionnelle de don entre deux membres d'un même groupe de
parenté a été institutionnalisée par la kafala. Et la kafala intrafamiliale, elle se présente également comme une composante de l'immigration familiale actuelle. Elle s'applique alors à des mineurs plus âgés. Et dans ce cadre, il existe une diversité de profils de kafils qui sont immigrés, algériens, marocains en France, et qui sont animés par des motivations, des intérêts très variés. Les kafalas intrafamiliales servent généralement à regrouper, donc on est dans le cadre du regroupement familial, à regrouper une nièce ou un neveu âgé entre un nouveau-né ou âgé entre 1 et 17 ans, que l'on désire soigner, scolariser, éduquer au pays d'immigration. Donc si le regroupement d'un neveu se réalise souvent au motif que l'enfant bénéficiera de davantage de chances de réussite dans un pays comme la France, il s'agit aussi de délester les parents biologiques, parfois, de charges qu'ils ne peuvent plus assumer. La kafala est une solution à une situation précaire. On recueille l'enfant d'une sœur divorcée, sans ressources, ou encore l'enfant d'une parente décédée, dont le père est remarié, en somme un orphelin que personne au pays ne peut prendre en charge. Il n'est pas exclu non plus que ce type de transfert soit motivé par des considérations économiques et serve les intérêts du kafil dans la mesure où il se voit offrir le droit aux allocations familiales. Par ailleurs, nombreuses sont aussi les personnes immigrées âgées qui recueillent un petit-fils ou une petite-fille par kafala, qui les font venir en France donc pour les seconder dans les faiblesses du troisième âge. Une équipe de recherche en France s'était penchée sur ces sessions intrafamiliales dans la région de Limoges. Et il s'agit pour la plupart de travailleurs immigrés qui ont réalisé tardivement le regroupement d'une partie de la famille originaire de régions rurales. En fait, il y avait des enfants qui avaient été regroupés en France, d'autres qui étaient restés au pays. Et en fait, les grands-parents recueillent les petits-enfants nés de leurs enfants restés au pays. Donc ça apparaît, en fait, la kafala apparaît comme une entreprise de réparation, comme une seconde chance donnée au train d'immigration, au regroupement familial qui n'avait pas été pris à temps. Bon, pareil, il y a toute une étude à faire, là je vous donne les grandes lignes. Et puis la kafala, elle peut être aussi détournée de ses visions initiales de protection pour se greffer à la coutume des petites bonnes. Alors ça concerne surtout le Maroc, un phénomène très prospère au Maroc. Et donc là, la kafala, qui est à la base une institution de protection de l'enfant reconnue par la Convention des droits de l'enfant, elle se mue là en un instrument de traite et de maltraitance. Moi, c'est ce que je nomme les kafalas utilitaires, c'est-à-dire on recueille une enfant pour qu'elle serve d'esclave. Donc finalement, le caractère multifonctionnel de la kafala, son ambivalence parce qu'elle est détournée de ses fonctions de protection, mais aussi la particularité de ses effets, elle a les effets d'une tutelle, de ses modalités de fonctionnement. Là, j'en ai pas parlé, mais par exemple au Maroc, on peut choisir son enfant parmi plusieurs autres. Tous ces facteurs font qu'elle se mue en problématique dès lors qu'elle dépasse les frontières nationales et qu'elle se confronte au modèle juridique de l'adoption française ainsi qu'aux normes qui l'organisent sur le plan international. Alors, depuis que des individus issus d'immigration, inscrits dans la catégorie des adoptants français, ont élu le Maroc et l'Algérie comme pays d'adoption, la kafala a pris une dimension internationale. Alors, depuis quelques années, ces adoptants français sont rassemblés en associations. Il y a l'association APAERC surtout. Donc, dans cette association, ils composent une certaine catégorie d'adoptants français dont la particularité réside du pays choisi pour recueillir un enfant, un pays où d'une part la kafala est à l'œuvre, un pays qui interdit l'adoption, et puis un pays vis-à-vis duquel, d'autre part, ils sont intimement liés de par leur double appartenance juridique, leur double nationalité. En fait, ils sont pour la plupart issus d'immigration algérienne et marocaine. Certains sont nés en France de parents étrangers, d'autres ont immigré en très bas âge avec leur famille ou à un âge plus tardif pour des raisons professionnelles ou familiales. Donc ces adoptants sont pour la plupart binationaux ou alors ce sont des couples mixtes. Ils sont donc soumis à deux législations différentes qui, en matière d'adoption, sont antagonistes. Alors, la kafala est venue à travers les frontières nationales. Il a fallu que l'Algérie et le Maroc s'adaptent à cette situation aussi. Alors, être musulman, c'est la condition fondamentale pour prétendre à la kafala marocaine. Alors là, tout ce que je dis, en fait, c'est obsolète depuis le 19 septembre 2012, puisque le Maroc, maintenant, interdit aux étrangers de venir faire une kafala, et c'est très récent. Mais bon, jusqu'à présent, il fallait être musulman pour prétendre à la kafala marocaine. Alors l'islam au Maroc est une religion d'État, l'identité religieuse est conçue comme un caractère inné. Et
Et la législation sur la kafala oblige à la coïncidence des identités religieuses entre le kafil et le mekfoul. Alors, il existe plusieurs catégories d'adoptants étrangers à la kafala marocaine, prétendant à la kafala marocaine. Il y a des binationaux, il y a des couples mixtes franco-marocains, et puis il y a des personnes strictement françaises. Donc, dans le cas des binationaux, ils sont considérés comme musulmans, au sens ethno-culturel hérité. Comme ils sont marocains, ils sont musulmans. Dans le second, le conjoint non marocain, à l'instar des candidats strictement français, doit se convertir à l'islam. Alors, il faut d'abord appartenir à la communauté des croyants pour prétendre devenir parent d'un des enfants qui la composent. L'enfant appartient de fait à cette communauté, et ce, bien qu'il ait été abandonné à cause de son illégitimité, donc exclu de la loi qui régit cette même communauté. Donc, une fois recueilli en institution, il a toutefois été lavé de son passé, lavé de la faute, on va dire, par l'attribution d'une identité qui ne relie plus à sa famille de sang. L'officier d'état civil lui choisit au Maroc des prénoms de père et de mère, ainsi qu'un prénom et un patronyme arabo-musulman. Et donc cette attribution le fait renaître en tant qu'enfant de la nation, enfant d'un territoire, enfant d'une culture, d'une communauté religieuse. Donc il est réintégré dans la loi de cette communauté religieuse, et donc si quelqu'un veut prétendre au recueil, il faut qu'il soit aussi musulman. Donc l'État marocain assure en fait une continuité culturelle malgré l'immigration. Demande à ce que les futurs kafils soient musulmans, malgré que l'enfant dépasse les frontières nationales et s'en aille et aille vivre dans un autre pays, pour garder cette continuité. En Algérie, le titulaire du droit de recueil doit être censé, intègre et musulman. Mais la kafala algérienne, elle fonde ses exigences sur des questions de nom et de nationalité. Seules les personnes étrangères issues de l'immigration, donc de nationalité algérienne, peuvent prétendre à la kafala. Donc, comme au Maroc, l'islam est religion d'État en Algérie, et presque tous les Algériens sont en substance incontestablement musulmans. Il s'agit d'une idéologie. Et dans le cadre de la kafala, la sélection algérienne se montre plus rigoureuse qu'au Maroc, mais l'objectif demeure le même, faire coïncider les identités religieuses entre parents et enfants. Et dans ce dessin, l'Algérie ne se contente pas de conversion à l'islam. La logique à l'œuvre vise une concordance de nationalité afin de garantir un véritable accord des identités religieuses. L'enfant abandonné est avant tout algérien, donc musulman. Il porte des prénoms auxquels leur sera joint sous l'effet d'une concordance un patronyme, celui du kafil. Ce nom doit impérativement être arabo-musulman. Et là encore, cette identité ne relie plus l'enfant à sa famille biologique, à la faute. Il est avant tout l'enfant de la nation, d'un territoire, d'une culture. Donc, comme au Maroc, la migration de la kafala algérienne se comprend comme l'enjeu d'une continuité identitaire, culturelle et religieuse. Tout est mis en œuvre pour que le mekfoul, futur immigré, ne soit pas dépossédé des marqueurs identitaires culturels qui lui ont été assignés. Il a une identité arabo-musulmane, une nationalité qui ne pourra jamais être changée. Donc, par cette adaptation au phénomène migratoire de la kafala, les États maghrébins entendent s'attacher immuablement des enfants qui grandiront hors des frontières nationales. Alors, bon, je suis obligée de passer plein de choses, hein, je suis désolée. Alors, la pratique de l'adoption internationale, elle s'organise entre des nations qui ont d'une façon ou d'une autre légalisé l'adoption, en forme simple ou plénière. Elle s'inscrit dans des dynamiques nationales et culturelles contrastées. Elle pose quand même d'importants problèmes d'harmonisation des droits, puisque chaque pays dans le monde a sa manière de concevoir l'adoption, puisque l'adoption, c'est une institution qui est directement tirée du système de parenté, et les systèmes de parenté sont différents dans chaque société. Donc la confrontation d'ordres juridiques nationaux différents demande aux législateurs d'élaborer des règles de conflit, l'ADN. Et après une longue période d'hésitation, le droit français a tranché et interdit depuis 2001 le prononcé de l'adoption en faveur d'enfants dont la loi personnelle, dont la loi d'origine est prohibitive dans ce domaine. Donc on n'a pas le droit d'adopter des enfants algériens et marocains parce que leur loi d'origine interdit l'adoption. Ah. Ça arrive souvent. Bon, c'est pas grave. Alors, autrement dit, la France, elle exclut la kafala du domaine de l'adoption et elle soumet le mekfoul aux règles, aux lois d'entrée et de sortie du territoire qui s'appliquent à toute personne étrangère. Alors, depuis 1999, il n'a plus été délivré de visa longue durée en vue d'une adoption aux jeunes mekfouls.
Depuis 2006, cependant, certains consuls remettent des visas à ces enfants, donc recueillis par les Français. Ils les remettent au terme de longs mois d'instruction, si l'enfant est de filiation inconnue, s'il est définitivement abandonné, et si les adoptants sont munis de l'agrément français. Ceux qui n'obtiennent pas de visa, ceux qui ne peuvent attendre 6 à 20 mois d'obtention, ce temps d'obtention pour le visa, sont soumis à un choix qui n'est que renoncement. Soit ils renoncent à leur vie en France et viennent s'installer au Maroc et en Algérie pour rester avec leur enfant qui ne peut pas partir. Donc ce qui implique de renoncer quand même à une vie. Certains ne peuvent pas, ils sont propriétaires, ils ont une famille, ils ont un travail. Soit ils renoncent à l'enfant, c'est-à-dire qu'ils abandonnent un enfant qui était abandonné, qu'ils ont recueilli, mais qu'ils ne peuvent pas ramener en France, donc ils l'abandonnent une deuxième fois, ce qui cause un traumatisme atroce. Soit ils renoncent à la légalité, c'est-à-dire qu'ils font rentrer l'enfant sur le territoire français légalement. Donc le renoncement à la légalité implique un cas de conscience moins redoutable que celui d'abandonner un enfant à peine extrait de son institution. Donc ils sont nombreux, la peur au ventre, à choisir les chemins de la clandestinité, faisant de leur enfant adopté mineur un immigré clandestin dans son pays d'accueil. Toutefois, même s'ils obtiennent un visa et que l'enfant peut venir en France légalement, cet enfant n'en demeure pas moins un immigré d'un genre nouveau. Alors, une fois en France, ses parents adoptifs vont s'engager dans un long parcours de reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'adopter cet enfant. Mais l'enfant, s'il reste 5 ans sur le territoire français, il va pouvoir prétendre à la nationalité française. Et s'il est de nationalité française, il va pouvoir prétendre au droit français et donc à l'adoption. Donc finalement, ces enfants, ils vont rester pendant 5 à 8 ans sans lien juridique. Ils n'auront pas de lien juridique qui les relieront à leurs parents. C'est une situation terrible parce que s'il y a quoi que ce soit à leurs parents, il n'y a rien pour protéger ces enfants. Mais ils peuvent, au terme de 8 ans, éventuellement être adoptés. Alors, placés au cœur d'un conflit de loi, ces adoptants kafiles français, ils témoignent d'un parcours éprouvant, jalonné d'obstacles, mais finalement, la position inconfortable dans laquelle ils se trouvent leur est cependant profitable à bien des égards, parce qu'une adoption au Maghreb présente de nombreux avantages liés au faible investissement financier. Une adoption, une kafala, c'est gratuit, hein, bien sûr, à la proximité géographique. C'est lié aussi à la rapidité du parcours et à la jeunesse des enfants confiés. Le Maroc et l'Algérie sont des rares pays où on peut recueillir un enfant âgé de moins de 3 mois, définitivement abandonné, en quelques semaines, puisque les procédures sont beaucoup moins longues que dans d'autres pays. Et puis en plus, les adoptants, le versant maghrébin de leur identité, la commune d'origine avec l'enfant, est un atout majeur tant dans sa dimension pratique que symbolique. Les adoptants bénéficient des réseaux, de l'aide sur place, de la parenté qui est sur place. Et puis, surtout, adopter un enfant abandonné de son propre pays d'origine, où on est parfois né, où résident encore les membres de la parenté, où reposent les aïeux inhumés, c'est chargé de sens. Ça contribue à renforcer symboliquement le lien, un lien de parentalité qui est dépourvu de sa composante biologique et dépourvu de sa composante généalogique, puisque l'enfant n'est pas reconnu comme l'enfant, comme le fils de ses parents. Donc en fait, tout ce que j'ai voulu montrer, c'est comment, en fait, ma thèse se termine sur l'idée que, parmi les nombreuses conclusions, là, je crois que j'arrive au terme, non, presque. Ce que j'ai montré, c'est que des enfants illégitimes par la terre adoptent des enfants illégitimes par le sang. En fait, je vous ai dit, la plupart des adoptants kafiles sont des couples mixtes franco-maghrébins ou des couples ou personnes seules issues d'immigration. Ils sont pourvus d'une double nationalité, soumis à 2 législations antagonistes. Leur objectif à eux, c'est de faire famille, de construire un lien de parenté vraisemblable par le recueil d'un enfant de la même origine et incontestable, c'est-à-dire qu'ils veulent que ce lien soit juridiquement reconnu, ils veulent prétendre à l'adoption. En fait, ils veulent pouvoir bénéficier des prérogatives des 2 pays auxquels ils sont rattachés. Il ne s'agit pas de privilégier un droit à l'exclusion d'un autre, mais bien de les cumuler, de jouir des avantages de leur double identité
et ce faisant de revendiquer la reconnaissance d'une double affiliation nationale, culturelle, affective. Ils veulent pouvoir prétendre à la kafala en tant qu'Algériens et pouvoir prétendre à l'adoption en tant que Français. Cette génération née en France ou ayant migré en bas âge, elle est caractérisée par un biculturalisme affirmé. C'est-à-dire que c'est une génération qui se sent tant d'ici que de là-bas. Elle se revendique d'ici et de là-bas. Certains se sentent, comme ils disent, le fessier entre deux chaises, algériens pour les Français, Français pour les Algériens. Mais la majorité se conçoit comme une maison qui aurait deux fenêtres. On constate une ambivalence culturelle, c'est sûr, où ce qui font la culture maghrébine est complété, recouvert, voire supplanté par ce qui caractérise la culture française. Mais pour la plupart, ils ont le sentiment d'être le produit de deux cultures, même si la culture du pays de résidence, dans lequel ils sont nés, semble prépondérante. Mais ils arrivent à vivre et à assumer ce double héritage de manière positive, dans une vision culturelle qui se construit et s'enrichit sur l'addition des spécificités et non sur leur soustraction. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils désirent transmettre à leurs enfants, se dévoile une tendance à la libre sélection positive. En fait, ils envisagent la transmission du meilleur des deux cultures. Ils veulent transmettre le meilleur des deux cultures. Ils se sentent vraiment appartenir à deux cultures. Pourtant, cette catégorie sociale, et là je fais référence aux travaux du sociologue Abdelmalek Sayad, cette génération elle est marquée par l'illégitimité. Les habitants kafiles issus d'immigration et qui revendiquent une double affiliation culturelle, en fait, ils sont perçus comme sociologiquement illégitimes, tant ici que là-bas. D'ailleurs, les enfants illégitimes, c'est la formule qu'avait choisie Sayad pour qualifier cette génération, c'est-à-dire ces personnes nées en France de parents étrangers. Il avait écrit un article qui s'appelait « Les enfants illégitimes ». C'est un article très fort. Ça a été sa façon d'illustrer le drame de ces pères, de ces mères, orphelins de leurs propres enfants, comme il disait, qui ne se reconnaissaient pas en leurs enfants et qui de fait ne savaient les reconnaître pleinement. Donc, en fait, ces enfants issus d'immigration sont porteurs de la double faute de leurs parents. Ils sont porteurs à la fois de la faute de l'émigration et de la faute de l'immigration. Ils n'assurent pas la continuité de la terre, en dépit du sang. C'est-à-dire qu'ils sont issus d'une filiation tout à fait légitime, mais ils n'assurent pas la continuité de la terre puisqu'ils vivent sur une autre terre. Donc ils remettent en question les principes fondamentaux de la communauté d'origine, qu'ils menacent en un sens d'extinction par l'immigration, par le célibat, par la stérilité, et puis aussi maintenant par l'émigration d'enfants qu'ils adoptent. Donc, du point de vue de la communauté d'origine, ils sont conçus comme illégitimes pour plein de choses, parce qu'ils portent la double faute de l'émigration et de l'immigration. Et puis, pour le pays de naissance, pour la France, où ils vivent de manière définitive, ils demeurent suspects, ni proches, ni étrangers, produits de la France, mais qui ne partagent pas complètement les caractéristiques des nationaux. Ils composent une catégorie en plus. Alors, les adoptants, là, sur lesquels je parle, ils composent une catégorie d'adoptants illégaux sur lesquels pointent des doigts accusateurs. Leur désir personnel les conduit à contourner, voire enfreindre les règles françaises, à produire une nouvelle forme d'immigration de mineurs, qui peut être clandestine ou régulière. Donc, au regard de la France également, ils sont illégitimes. Donc en fait, au regard de leur communauté d'origine et du pays de naissance, ces personnes cumulent les fautes, les niveaux d'illégitimité. Et c'est pour ça que, en un sens, des enfants illégitimes par la terre adoptent des enfants illégitimes par le sang. Les premiers, donc les adoptants, sont les produits de la société française et de ses mécanismes de reproduction, d'incorporation. Mais ils trompent l'idéologie essentialiste, cette idéologie dans laquelle l'identité nationale, religieuse, ethnique, culturelle est conçue comme une réalité essentielle, comme si elle coulait dans les veines. Donc ils trompent cette idéologie-là, une idéologie défendue par leur communauté d'origine, en assurant seulement, partiellement, voire aucunement, la continuité de l'identité culturelle et religieuse qu'ils portent pourtant légitimement dans leur sang. Et les enfants qu'ils adoptent sont issus d'une faute sexuelle grave, nés hors cadre matrimonial, ils n'ont aucune existence sociale légitime, mais ils ont toutefois fait l'objet d'une reconnaissance officielle par le biais de la kafala. Cette reconnaissance, comme je vous disais, implique qu'ils soient lavés de leur passé par l'attribution d'une identité qui les fait renaître en tant qu'enfants de la nation, d'une culture, d'une communauté religieuse, d'un territoire. Ils portent les marqueurs identitaires de la terre dont ils sont la continuité de ces enfants.
Donc les uns n'ont emporté de la terre que leur sang, tandis que les autres n'ont de légitimité que par la terre. Il leur manque celle du sang. Et donc finalement, par cette kafala, cette adoption transnationale, la terre et le sang, deux éléments essentiels dans la destinée de chacun, et là je cite Mouloud Ferraoun, se rejoignent. Donc voilà, en gros, ces adoptions entre les rives nord et sud de la Méditerranée, elles apparaissent en fait, je les ai analysées comme un mode original de reproduction, de génération d'immigration. Le champ d'adoption internationale aurait comme fécondé l'immigration existante pour engendrer une nouvelle figure de l'immigré immigré. Alors ces enfants adoptés, continuité de la terre, auxquels on a assigné les marqueurs identitaires de la culture et de la nation d'origine, vont devenir français après 5 ans de résidence sur le territoire. Ils vont connaître alors une situation semblable à celle de leurs adoptants, c'est-à-dire une double nationalité, deux pays qui revendiquent une allégeance exclusive. Ils s'en distinguent toutefois dans la mesure où ils cumulent d'autres niveaux d'illégitimité. Ils portent à la fois la double faute de l'immigration-immigration, leur propre immigration, et puis celle de l'abandon-adoption. La faute sexuelle commise par la mère de naissance, la faute de la stérilité par célibat ou par incapacité physiologique des parents d'adoption. Donc maintenant se pose la question de la perception. Quelle perception aura-t-on tant ici que là-bas de cette génération adoptée au Maghreb? Quel sera son positionnement identitaire, sachant que ses parents se sentaient ici et là-bas? En tout cas, il sera de toute évidence l'acteur créatif d'une nouvelle manière de penser l'appartenance. Voilà. Je vous remercie de